Mais donc on est rentré là, dans cette maladie, dans un monde religieux et dans lequel moi j'ai été traité, pour dire la vérité, comme un hérétique. Mais un monde religieux sans Dieu, par contre. Voilà. Et donc les religions sont plutôt moins dangereuses que les néo-religions. Vous voyez d'ailleurs que, honnêtement, dans le XXe siècle, les plus grands meurtriers de l'histoire, c'est que des régimes athées. Monsieur Didier Raoult, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Faut-il vraiment vous présenter? Vous êtes microbiologiste, spécialiste des maladies infectieuses, ex-directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection. Vous avez été évidemment porté à l'avant de la scène durant la crise sanitaire. Vous êtes devenu en fait célèbre, on peut dire clairement, durant la crise sanitaire. Vous faites paraître votre autobiographie aux éditions Michel Lafon, dans laquelle vous écrivez que la France fait naître de purs génies avant de les condamner à une espèce de folie destructrice. Êtes-vous déçu de votre pays, la France, autrefois un phare de la science et de la liberté? Si vous voulez, je ne sais pas, il y a des hauts débats, il y a une histoire française que je connais, donc je ne suis pas surpris. Si vous voulez, j'ai eu l'occasion d'ailleurs, lorsque on m'a demandé de m'exprimer sur le sujet du Covid à l'Assemblée nationale, de dire la France a cette particularité extraordinaire d'être le pays de la Révolution qui a tué le plus grand scientifique du monde, le plus grand poète français, le plus grand juriste français en moins de 2 ans. Et ce régime-là qui vraiment décapité la science, la connaissance et l'art, quelques années plus tard, 5 ans plus tard, avait comme premier consul Napoléon qui s'entourait des esprits les plus brillants qu'il pouvait trouver. Qu'ils soient d'accord ou non avec lui, ce n'était pas son problème, c'était qu'ils servent la France et qu'ils le servent. Et d'ailleurs, dès qu'il a perdu la puissance pour le faire, les 3/4 l'ont trahi, il n'était pas surpris. Ce qui les intéressait, c'était leur capacité, ce n'était pas leur fidélité. Donc on peut passer du goût extrême de tout ce qui est réussite à la haine totale de tout ce qui est réussite dans le même pays en très peu de temps. Hein. Pour vous, c'est ça le paradoxe français? C'est un des paradoxes français que moi je connais bien parce que je ne connais pas d'autres exemples qui soient comparables à ça. Je n'en connais pas d'autres. Vous écrivez également que vous n'avez pas été surpris en fait par l'hystérie occasionnée par le début de la pandémie, mais est-ce que vous avez été quand même surpris du traitement qu'on vous a réservé à vous comme savant? Non, encore une fois, d'une part, je disais au départ, j'ai dit ça à tout le monde et à tous les gens qui voulaient bien l'entendre, faites attention, là aussi, parce que j'aime l'histoire, et puis de par mon histoire familiale, je la connais bien, vous savez, en 1940, en mai, les Allemands avaient commencé à envahir la Belgique et puis commencent à rentrer en France. Les Allemands avaient perdu 50 000 hommes, 55 000, les Français 45 000. Et d'un coup, la panique a pris le nord de la France et les Parisiens. Et on s'est retrouvé avec 12 millions de gens sur les routes qui ont bloqué tous les mouvements. Même les militaires n'arrivaient plus à remonter du fait de la panique. Et la France s'est rendue après avoir perdu 50 000 hommes sur plus de 2 millions. Donc c'est sûr que quand on fait la guerre comme ça, si on la gagne, c'est mystérieux. Hein. Ça n'arrive pas. Donc cet état de panique qui est susceptible de prendre la population, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et qui a eu des conséquences qui sont considérables. C'est-à-dire que dans les autres pays, quand la bagarre a eu lieu, ça ne s'est pas fait en quelques jours. Et même, on le sait dans l'histoire, Hitler ne croyait pas, avait interdit à Rommel et Guderian d'aller plus loin. Et quand ils ont vu que personne ne leur résistait, ils sont arrivés jusqu'à Bordeaux. Donc il y a quand même une histoire en France dans laquelle il arrive que la panique prenne les gens, y compris les hommes politiques, et qu'on n'arrive plus à gérer les choses. Et donc moi j'ai toujours essayé d'expliquer, j'avais expliqué ça dans
dans le rapport que j'avais fait il y a 20 ans au ministère en disant il faut faire très très attention, il ne faut pas manier la peur, parce qu'entre la peur et la panique, il y a peu d'espace. Donc il faut faire très attention. Ce n'est pas nécessaire, s'il n'y a pas de conséquences qui soient mesurables dans le fait de faire peur, il ne faut pas le faire. Il faut soigner les gens, il faut se calmer. Un médecin, ça doit être calme. Un dirigeant, ça doit être calme. Ça ne doit pas être affolé. Ça ne doit pas prendre trop de cocaïne, si vous voulez. Sang-froid. Et donc, faire preuve de sang-froid. Sang-froid, voilà. Est-ce que vous dites que la France est peut-être plus susceptible de succomber à la panique que d'autres pays, ce qui s'expliquerait par l'histoire? Je ne sais pas. Moi, je connais assez bien mon pays et son histoire. Je le connais même très bien. Mais je n'ai pas trouvé, pour une fois, l'histoire est trompeuse. J'ai lu les mémoires de Churchill sur la guerre en 40 et il disait que l'Angleterre était exactement dans le même état que la France. Les gens ils n'avaient pas supporté la guerre de 14, ils étaient pacifistes, ils ne voulaient absolument pas que ça se passe, il y avait des contre-courants. Il dit, mais ce qui nous a sauvés, c'est qu'on a gagné du temps avec la Manche. Et le temps de la Manche, et puis le fait que les gens ne sont pas partis sur les routes dans un tas de panique inouïe, a permis petit à petit de se redresser. Et quand ils ont été bombardés par les Allemands, il y a eu un sentiment national qui est monté et qui a pris le dessus. Mais Churchill, qui était très lucide, disait si on avait une frontière avec la Belgique ou la France, on ne sait pas ce qui serait passé s'il n'y a pas eu la Manche. Donc je ne sais pas. Il se trouve qu'en l'occurrence, on ne va pas remettre en cause l'existence de la Manche, c'est comme ça. Et on ne peut pas dire non plus que les Américains étaient au départ très très enthousiastes. Il a fallu qu'il y ait Pearl Harbor quand même pour qu'ils viennent. Donc si vous voulez, je ne sais pas réanalyser, je ne veux pas réanalyser l'histoire des autres pays, je connais le mien. Mais là, en l'occurrence, dans l'épidémie de Covid, il y a tout l'Occident qui a perdu les nerfs, sauf les pays scandinaves. Et ça a vraiment été l'exemple des gens qui ont gardé leur calme, qui ont géré les choses. Alors, ils sont laissés embarquer aussi dans la folie du progrès thérapeutique. Mais globalement, et d'ailleurs, si vous regardez, la Norvège est un pays dans lequel l'espérance de vie a augmenté pendant l'épidémie de Covid. Et les autres pays n'ont pas perdu. L'Amérique, elle, est arrivée, ils ont perdu à peu près 4 ans d'espérance de vie pendant l'épisode du Covid. C'est inouï, c'est eux qui ont le plus... C'est le pays qui dépense le plus pour la santé, c'est le pays qui a la plus grosse industrie pharmaceutique, et c'est actuellement l'espérance de vie aux États-Unis. Je ne sais pas combien elle sera en 2023, mais en 2022, elle était inférieure à celle de Cuba, du Maghreb, de la Chine et du Vietnam quand même. Donc c'est effarant. Vous avez relevé aussi dans votre livre, dans votre autobiographie, que les pays qui avaient moins confiné, c'est des pays où les taux de surmortalité n'étaient pas nécessairement plus élevés qu'ailleurs. Hein? C'est bien ça? Non seulement ça, mais on a su très tôt. Donc, dedans, il y a beaucoup de mauvaise foi. Parce que la question, si vous voulez, moi, je ne veux pas emmener le débat de qui a raison, qui a tort. Je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Et singulièrement, moi, je ne voulais pas me mêler. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu continuer à participer au Conseil scientifique. Je ne voulais pas me mêler de décisions politiques qui n'avaient pas de support scientifique, comme le confinement ou le port du masque dans la rue. Il n'y avait pas d'évidence. Ça n'a rien à voir avec la science? Non, c'est une décision politique. Jamais personne n'avait démontré ça avant. Et d'ailleurs, maintenant, personne n'a toujours démontré que ça marchait. Plus que ça, on a su assez tôt, donc à partir de fin 2020, il y a eu des études qui ont été faites en Italie et en Espagne. Moi, je sais que les mêmes études ont été faites en France, mais n'ont pas été publiées. Dès qu'on a eu le moyen de mesurer les anticorps, donc de savoir si les gens avaient été infectés ou pas, de manière symptomatique ou non, on a pu comparer les gens qui étaient confinés aux gens qui n'étaient pas confinés. Parce qu'il y avait des gens qui devaient travailler et qui devaient sortir, qui n'étaient pas confinés. Donc ça faisait 2 populations qu'on comparait. Eh bien, ceux qui étaient les plus positifs étaient ceux qui étaient confinés. Pour des raisons qui sont faciles à comprendre pour la virologie. Hein. À l'époque, on ne testait pas les gens. Donc si vous mettez dans une maison des gens qui vivent 24 heures sur 24 ensemble et qu'il y en a un qui est positif, dont personne ne le sait, en plus il y a des formes qui sont asymptomatiques, tout le monde est contaminé. Tandis que si les gens sortent et vont se faire tester quand ils sortent, leur risque de contamination est beaucoup plus faible. Nous, par exemple, dans l'UHU, qui est le centre hospitalier qui a reçu le plus de Covid de tous, le personnel de santé a eu un taux de contamination
en dehors de l'hôpital de jour à la fin, parce qu'il y avait 100 malades infectés par jour qui étaient là. Mais dans les étages où les patients étaient hospitalisés, les infirmières, les aides-soignantes, etc., avaient un taux de et les médecins avaient un taux de contamination qui était le même que celui de la ville. Donc ça veut dire qu'on pouvait se protéger dans les services de soins, à condition qu'on soit équipé pour ça, et que, en revanche, le fait de confiner les gens chez eux sans savoir s'ils vivaient avec quelqu'un de contaminé ou pas n'était pas raisonnable. Donc, maintenant, les données qu'on a, c'est que c'est contre-productif. Après, les données que les gens ont fait par État ou par pays, aux États-Unis, ça a été fait État par État. C'est très facile, puisque du coup, il y a des États qui ont demandé le confinement et d'autres qui ne l'ont pas demandé. On a regardé quel était l'état des épidémies chez les uns et les autres, il n'y a strictement aucune différence. Donc, ça ne marche pas. Mais en revanche, ça a des conséquences économiques qui sont ce qu'elles sont. Mais en tout cas, ça ne marche pas. Pas plus que le masque dans la rue. Maintenant, là où le masque marche, on le savait, c'est dans les rapports soignants-soignés. Mais dans les rapports soignants-soignés, vous savez... Ils ont rétabli récemment le masque à l'hôpital, dans certains hôpitaux au Québec. Bien sûr, parce que... Pour vous, ça, c'est une mesure qui est scientifique, là, contrairement à celle que vous venez d'écrire. Ça a d'ailleurs été démontré au Canada. Ça a été démontré à Toronto pour la première épidémie de SARS. Ça a été démontré que le personnel de soins... Mais vous comprenez, quand vous auscultez quelqu'un, que vous êtes penché sur quelqu'un et qui vous tousse dessus, si vous voulez, c'est raisonnable de penser que vous allez attraper. Mais dès que vous êtes à quelques mètres, il faut le démontrer que vous allez attraper. D'autant que l'infection, c'est un peu scientifique, mais l'infection dépend de l'inoculum, c'est-à-dire du nombre de virus. Et plus vous êtes loin, moins il y a de virus. Donc les gens qui font des modèles, ils peuvent toujours dire, non, mais c'est vrai qu'il y a des virus à 3 mètres, mais le nombre de virus qu'il y a à 3 mètres, à côté du nombre de virus qu'il y a à 20 cm, ça n'a rien à voir. D'accord ? Ça, c'est l'inoculum, le nombre de virus. Et donc, il faut avoir 17 virus pour faire une maladie. Sinon, si on avait 10-2 ou 10-3, vous ne le faites pas. Donc, ce qui est un des modes de contamination les plus importants de tous les virus respiratoires, c'est les mains, bien sûr. Et donc, c'était beaucoup plus important de passer son temps à se passer les mains à l'alcool, ce qui est quand même très simple, si vous voulez, que quand on touchait des choses ou quand on touchait des gens. C'était beaucoup plus efficace, si vous voulez, que de se balader dans la rue avec un masque. Donc, se laver les mains, c'était bien que les gouvernements l'aient encouragé? Alors ça, c'était prouvé scientifiquement, et puis c'est vraiment une preuve scientifique, c'est pas tricher. Je vais vous expliquer comment ça vous intéresse. Hein. Oui, non, mais j'étais moi-même un peu moqué. J'avais reviewé ce papier. Le Lancet avait envoyé un papier à reviewer, qui était un papier qui était fait par des Anglais au Pakistan. Et donc, ce qu'ils avaient fait, ils avaient pris des îlots dans plusieurs villes au Pakistan, et il y avait des familles dans lesquelles ils implantaient le lavage des mains. Alors, ils implantaient le fait que les gens se lavent le corps en entier une fois par semaine, et le lavage des mains tous les jours. J'ai refait cette même étude en Afrique, j'ai retrouvé exactement la même chose. Au Sénégal, je trouvais la même chose. Dans des villages qui sont loin de tout, sans électricité, sans rien, fournissant du savon, simplement. Et on a comparé 2 villages. Et quand vous faites ça, au début, eux le faisaient. Moi, j'ai fait que copier ce que les Anglais avaient fait au Pakistan. Mais quand ils ont fait ça au Pakistan, ils faisaient ça parce qu'on savait que les diarrhées, les infections gastro-entérites étaient transmises par les mains. Et donc, l'idée, c'était de préserver, c'est une cause très, très fréquente de maladies et de morts chez les enfants, en particulier dans le sous-continent indien. Et donc, ils avaient dit, on va voir si ça diminue les diarrhées. Et ils avaient pris comme témoin, comme contrôle, les infections respiratoires. Parce que personne ne pensait que les infections respiratoires venaient par là. Et à leur surprise, ça a diminué 30% les diarrhées et 30% les infections respiratoires. Et c'est là qu'on a compris, par hasard, et il n'y a que quand on trouve par hasard que c'est vrai. Sinon, on biaise les choses. Parce que bien sûr, vous faites plusieurs nuances, mais justement, pourquoi... le pouvoir français vous a écarté de la discussion alors que vous faites plein de nuances qui ne cadrent, du moins, dans le discours d'aucun des camps. C'est-à-dire ce que vous dites sur le lavage des mains, ça ne marche pas chez les complotistes, entre guillemets, pour ce que ça veut dire, mais ça marche avec le pouvoir. D'autres choses que vous dites... moi, je me... Non, mais c'est quand même étonnant parce que... Mes opinions scientifiques ne dépendent absolument pas de ce que disent les gens au pouvoir, ni de ce que disent les gens de droite, de gauche ou du milieu. Je m'en fous complètement. Non, mais justement... Ça m'indiffère. Mais le pouvoir vous a quand même catégorisé, malgré... Non, on a des formes de pouvoir qui sont
néo-totalitaire. Vraiment. C'est-à-dire que vous devez être d'accord avec tout, sinon vous êtes contre tout. Donc il n'y a plus la moindre de nuance. Non seulement il n'y a plus la moindre nuance, mais il y a comme exactement au sens d'Hannah Arendt. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, non seulement vous devez obéir, mais vous devez être d'accord avec ce qu'ils disent. Ça, vous savez que c'est comme ça qu'Hannah Arendt a défini le totalitarisme. C'est-à-dire, on vous oblige plus à obéir, on vous oblige à dire que c'est bien. D'accord ? Et moi, je ne suis pas d'accord. Je garde ma pensée, et en particulier dans mon monde dans lequel honnêtement, jusqu'à passer récent, personne contestait que je savais ce que c'est qu'une épidémie, que je savais ce que c'est que les maladies infectieuses et leur transmission. Eh bien, si vous voulez, dès que vous avez un désaccord, vous passez du côté sombre, le côté obscur. Voilà. C'est plus que manichéen, c'est vous devez être d'accord. Voilà. Moi, j'ai toujours dit pour le vaccin, par exemple, écoutez, quand vous avez plus de 65 ans, c'est raisonnable de vous vacciner. Quand vous avez moins de 50 ans, écoutez, attendez de voir si le vaccin vraiment donne ce qu'il dit. Et nous, on savait au bout de 2 mois que ça n'empêchait pas la transmission. Hein. Très rapidement, on a vu que la proportion de vaccinés qui étaient positifs, nous, on faisait 3000 tests par jour. Hein, donc on demandait aux gens, vous êtes vaccinés, vous n'êtes pas vaccinés, regardez si c'était positif quand même. Rapidement, il y a eu autant de positifs chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Donc vous ne pouvez pas nous raconter qu'on a éradiqué la maladie avec ça, c'est pas vrai. Mais on est où en France actuellement? Parce que je dis en France, puis ça peut être en Occident. Bon, vous évoquez un pouvoir néo-totalitaire. On est en post-pandémie. C'est quoi? C'est une phase intermédiaire qui prépare l'arrivée d'autres pouvoirs arbitraires. On est où en ce moment sur le plan, non seulement j'en sais le plan politique? Mais je pense que, si vous voulez, on est sorti d'un État qui a été l'objet de la restauration d'une forme démocratique, qui est l'État dialectique, c'est-à-dire que vous avez votre opinion, lui a son opinion, chacun a le droit de s'exprimer, et puis ensuite les gens essaient de piocher là-dedans de quoi comprendre. Mais là, vous dites qu'on est sorti de ça? On est sorti de ça. Ouais. En France, en Occident? En France, en Occident, on est sorti de ça. Il y a qu'une. Vous le voyez bien. Enfin, encore une fois, sur les réseaux sociaux, il y a une censure qui est impressionnante. Là, donc on pense que la pandémie est finie, mais l'esprit reste, l'esprit de sa gestion, du moins. Oui, l'esprit de sa gestion. Je pense que sur une quantité de sujets, mais je ne veux pas m'étendre sur les sujets qui ne sont pas de ma compétence, sur une quantité de sujets, vous avez actuellement l'interdiction de dire quelque chose qui n'est pas la vérité officielle. Mais si vous voulez, c'est pas nouveau. Moi, je ne suis pas surpris. Vous savez, la propagande, ça a été inventé à l'époque de l'Inquisition. Ça veut dire, c'est propager la vérité. Alors, les gens qui sont là pensent qu'ils détiennent la vérité. C'est ça qui est maladif. On ne devrait jamais croire qu'on détient la vérité. La vérité, ça n'existe pas. C'est une vision à un moment donné. Ça relève du monde religieux, en fait, plus que du monde scientifique. Bien sûr, c'est sûr. Bien sûr. Mais donc, on est rentré là, dans cette maladie, dans un monde religieux, et dans lequel, moi, j'ai été traité, pour dire la vérité, comme un hérétique. Mais un monde religieux sans Dieu, par contre. Voilà. Ce qui est très dangereux, parce que les religions ont le recul des choses. Les religions, les anciennes religions ont beaucoup de recul sur les choses. Donc il y a une pondération, si vous voulez, tout ça est arrivé. La plupart se souviennent des erreurs qui ont été commises, des excès qui ont été commis. Et donc les religions sont plutôt moins dangereuses que les néo-religions. Vous voyez d'ailleurs que, honnêtement, dans le XXe siècle, les plus grands meurtriers de l'histoire, c'est que des régimes athées. Hein. C'est les communistes d'un côté. On a vu la Révolution française, ce que ça avait donné. On a vu les ravages de la Révolution française. Oui, et puis la Révolution russe, et puis les nazis, et puis donc les grands assassins du XXe siècle, c'est les athées quand même. Enfin, il faut reconnaître la réalité quand même. Vous décrivez notamment comme un... Et pourtant, je ne suis pas croyant, vous voyez. Mais enfin, la réalité, c'est juste la réalité, c'est pas un choix, vous voyez. Vous décrivez notamment comme un mâle alpha. Cette confiance que vous avez en vous, c'était nécessaire pour tenir tête pendant toute cette période au pouvoir français? Parce que vous avez quand même une confiance en vous assez affirmée qu'on reconnaît dans le livre assez facilement. Oui, c'est-à-dire elle est multiple, elle est liée à de multiples facteurs que j'explique. Hein. Et d'autre part, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup
je m'y suis beaucoup intéressé scientifiquement aux grands singes, si vous voulez. Et chez les grands singes, c'est terriblement... la culture, il y a une culture chez les grands singes. Vous pensez que tout est inné chez les grands singes, c'est aussi faux que chez l'homme. Il y a une culture chez les grands singes. Et cette culture chez les grands singes met en évidence que, effectivement, on sait pourquoi biologiquement. Il y a des mâles alpha, on sait pourquoi, ils ont plus de testostérone en moyenne que les autres. Et donc, chez les humains, vous les reconnaissez, c'est ceux qui font vous savez, le dopant le plus extraordinaire, c'est la testostérone. Vous le savez, c'est avec ça qu'on fait les muscles. Donc, si vous faites des muscles facilement, sans vous droguer, c'est souvent parce que vous avez des taux de testostérone élevés. Et les mâles alpha sont ceux qui... Ça n'a plus rien à voir avec la testostérone, c'est ceux qui ont déjà des mâles alpha, donc c'est testostérone, mais en plus, ils ont des taux de cortisone très élevés. Et la cortisone, c'est l'hormone du stress. Donc, les mâles alpha, chez les singes, chez les chimpanzés en particulier, qui sont assez proches de nous, c'est ceux qui ont les alphas sont ceux qui ont des niveaux de testostérone élevés, ils sont plus costauds, et puis ils ont des taux de cortisone plus élevés, c'est-à-dire qu'ils résistent mieux au stress. Mais en contrepartie, ils font, comme j'ai fait d'ailleurs, beaucoup plus d'infarcts. Ah oui, ça c'est la cortisone. Une contrepartie. Ça se paye. Ça se paye. Assez, ouais. Il faut faire attention. Donc, les mâles alpha meurent plus jeunes que les autres. Oh mon Dieu. Il y a quelques jours, le prix Nobel de médecine de physiologie a été attribué à Kathleen Carrico et Drew Weissman pour avoir contribué au développement des vaccins à technologie ARNM. Qu'est-ce que vous pensez des deux lauréats? Je pense, la déclaration officielle qui a été faite, je pense que c'est une erreur. Moi, j'ai le sentiment actuellement que l'Occident brûle ses vaisseaux. C'est-à-dire... Dedans, je dis souvent ça, vous savez, le New England, ça fait, sur les 4 derniers rédacteurs en chef, il y en a 3 qui ont écrit un livre pour dire qu'on ne faisait plus de science dans le New England. C'était encore entièrement acheté par l'industrie. Le rédacteur en chef du Lancet avait la même chose. Là, vous regardez l'histoire de l'oxycontin, dont vous avez dû entendre parler, je pense quand même, l'oxycontin c'est un dérivé de la morphine dont on a fait croire qu'il n'était absolument pas addictif, qu'on pouvait prendre ça quand on avait la moindre douleur, et qui a transformé les États-Unis en pays de junkies. On parle du fentanyl. Oui. Non, pas le fentanyl, l'oxycontin, c'est la morphine, c'est un dérivé de la morphine, qui a été vendu par un truc, et tout le procès de ça a été fait. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient acheté tous les médecins, tous les gens qui faisaient la douleur. La FDA a dit que ça n'avait pas de problème. Les études ont été publiées dans le New England et dans le Lancet. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, moi je veux bien que les gens découvrent ça, mais ça a même fait l'objet d'une série télévisée, donc vous n'avez qu'à la regarder. Et puis, dedans, on vous explique tout ça. Et les mêmes qui avaient publié ça ont dit quand même c'est un scandale, c'est honteux, on espère qu'ils vont être punis. Donc, si vous voulez, tout ça revient à l'histoire du Vioxx, dont vous avez peut-être entendu parler. Ça a été publié aussi dans le New England, où l'industrie avait dissimulé les résultats. On estime qu'il y a 50 à 60 000 morts. Donc, tous les ans, si vous voulez, il y a, je ne sais pas, entre 5 et 8 grandes industries pharmaceutiques qui sont pénalisées aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils punissent quand même. Ils ne mettent pas en prison. Enfin, ils leur prennent une partie de leurs bénéfices. Pas tous leurs bénéfices, mais une partie de leurs bénéfices qui fait partie des risques que couvre l'industrie pharmaceutique, mais qui couvre largement les bénéfices. Oui, c'est ça. Et ils ont plus de bénéfices que de risques. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est transparent. Après, qu'on vous dise, vous êtes un complotiste, comme moi je racontais, j'ai écrit un livre il y a 9 ans de ça, sur l'utilisation des dérivés de l'opium. En disant, vous êtes fous, vous ne pouvez pas traiter toutes les douleurs avec ça. De temps en temps, il faut être capable de supporter un minimum des douleurs banales, parce que, y compris, on recule le seuil de la douleur au fur et à mesure qu'on n'accepte plus les douleurs banales. Les douleurs qui deviennent insupportables sont des douleurs qui sont de plus en plus faibles. D'accord ? C'est-à-dire que on s'éduque à ça comme au reste. Donc si on refuse de s'éduquer, c'est-à-dire avoir la moindre douleur, en réalité, on ne supporte plus rien. Et si on commence à traiter les douleurs banales, faibles, avec des dérivés de l'opium, on ne peut plus s'arrêter. Donc c'est un vrai problème qu'on voit se développer aux États-Unis, qui commence à arriver en Europe de la même manière. C'est on ne peut pas traiter toutes les douleurs en donnant des dérivés de l'opium qui sont addictifs. Comme on ne peut pas traiter toutes les anxiétés avec des anxiolytiques, mais bon, j'aurais envie de transférer vers la psychologie. Vous parlez justement de Big Pharma. Vous êtes critique, vous pointez directement les intérêts économiques de Big Pharma dans votre autobiographie. Est-ce qu'il y a une manière, selon vous, de
combattre, si on peut dire, l'emprise si vous voulez, moi, des Big Pharma? Je pense qu'il y a un manque de lucidité. Je pense, d'ailleurs, j'en discuterai demain lors de ma conférence, que le plus grand problème, j'avais écrit un livre que j'avais mis d'abord sur Kindle, parce que j'avais la flemme de trouver un éditeur à l'époque, que j'avais appelé « Ignorance et aveuglement ». Donc il y a une part dans les erreurs que l'on commet qui est due au fait que nous sommes ignorants. D'abord, nous sommes tous ignorants, on découvre des choses tous les jours, donc on est tous ignorants d'un certain nombre de choses. Puis il y en a qui sont encore plus ignorants parce qu'ils ne savent pas des choses que d'autres savent. Et puis, quoi qu'il arrive, nous sommes aveugles. C'est des choses que nous n'arrivons pas à voir parce que, dont certaines sont générées par des conflits d'intérêts. Ça, c'est l'aveuglement. Et donc, le titre, malheureusement, a été changé quand l'édition est passée sur papier et maintenant ça s'appelle un petit truc qui est moins intéressant, c'est la science d'un sport de combat. Mais cela étant, le problème, un des problèmes majeurs actuellement de cette crise, c'est l'aveuglement. C'est la question, je refuse de débattre avec, on met n'importe qui sur un plateau télé, un type qui est néphrologue, l'autre qui n'a même pas l'idée de savoir ce qu'est un virus, et il me dit, on va faire un débat. Moi, je ne veux pas faire débat. Quand j'étais plus jeune, j'ai accepté de faire des débats, je me suis retrouvé dans des situations fantasques, assez rigolotes. D'ailleurs, une fois, j'étais là parce que quand j'avais écrit mon rapport, j'avais dit, attendez, il faut refaire quelque chose pour le vaccin contre l'hépatite B, parce que Kouchner, à l'époque, la gauche était contre les vaccins. Vous savez, ça change. Non, oui, la gauche était contre les vaccins et la droite était pour. Oui. Et le clivage a changé de côté. Complètement. C'est bizarre, hein. Les gens ne se souviennent pas de ce qu'ils ont fait. Hein. Et donc, Kouchner n'aimait pas les vaccins. Et moi, le premier projet que j'ai écrit pour ce pays, c'était pour faire rembourser le vaccin contre l'hépatite B et contre Haemophilus influenzae, qui n'était pas recommandé ni remboursé en France. Donc, c'est moi qui les ai fait rembourser. Et j'ai écrit le dossier pour que la sécurité sociale accepte de les rembourser. D'accord ? Donc, et aujourd'hui, on dit que vous êtes anti-vaccin. Imaginez quand même l'ironie. Hein, et bien, on me traite d'anti-vaccin. Ça me fait rigoler. Donc, quand Kouchner a fait cette énorme bêtise de supprimer la vaccination chez les plus jeunes, il a fallu repasser derrière. Et quand je suis repassé derrière, au ministère d'ailleurs, tous les gens qui étaient formés à l'école de santé publique étaient considérés que la vaccination, c'était un truc de l'industrie pharmaceutique et que moi, j'étais pour le lobby de l'industrie pharmaceutique. Vous voyez que l'histoire est amusante quand même. Donc, il y a des retournements de situation qui laissent rêveur. Toujours est-il qu'on m'a invité dans un plateau télé parce qu'il y avait toute une série de gens qui avaient... Il y a deux choses qui sont très fréquentes et donc les coïncidences sont terribles quand vous avez deux choses fréquentes à la fois. Et donc, il y avait la sclérose en plaques, la première poussée de sclérose en plaques chez les femmes jeunes, c'est une maladie très fréquente. La vaccination, on l'avait faite à tout le monde, et donc la chance que dans les semaines qui suivent commence une sclérose en plaques est très importante. Donc il faut faire des études. Les gens qui ont constaté ça, mais le premier qui a constaté ça est extrême, c'est le conseiller du Premier ministre de l'époque, il était très influent. Bernard Kouchner l'écoutait beaucoup, et donc ils ont dit, écoutez, on supprime tout parce qu'il doit y avoir un lien. D'accord ? Et donc il a fallu 15 ans pour remonter ça. Moi, les gens portaient plainte, et puis il y avait une juge qui était absolument convaincue que c'était vrai, et d'autant qu'elle entendait des femmes qui passaient, et qui disaient « mais moi, j'avais rien, j'ai eu une sclérose en plaques, les gens ne peuvent pas supporter d'avoir une maladie dont on ne connaît pas l'origine. » Et donc ils cherchent quelle agression ils ont eue qui a pu emmener à commencer une histoire aussi terrible. Et donc, j'étais dans un plateau télé. En face de moi, il y avait celui qui servait d'expert pour cette juge, le plus souvent, qui était un médecin généraliste qui, depuis 20 ans, ne faisait que de la psychanalyse. Et donc, il y avait un plateau télé, il disait, alors, vous dites ça, mais lui dit ça, alors qu'est-ce que vous dites ? Je ne me dis rien du tout. Qu'est-ce qu'il sait ? De quoi il parle, lui ? Donc, si vous voulez, c'est du cirque. Tout ça, c'est de l'animation, ça n'a rien. La science ne se déroule pas sur les plateaux de télévision et l'information scientifique ne passe pas dans la presse. C'est pas là que ça se passe. En même temps, on comprend que ce sont des dossiers extrêmement complexes, que ça prend une formation universitaire pour comprendre certaines choses, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même dans le fait de laisser le monopole d'une question à des experts? C'est pas un peu ce qui s'est passé durant la crise sanitaire, c'est-à-dire quand la population n'est pas outillée pour comprendre un problème et que le problème est réservé à une petite catégorie, une petite élite, donc une espèce d'expertocratie qui finalement confisque la démocratie? Moi, je pense que c'est une bonne question. Moi, je pense, encore une fois, c'est mon mode de pensée, puis je n'arriverai pas à en changer.
Donc moi, je ne suis pas pour je ne suis pas pour la pensée unique. Donc je pense qu'on doit avoir un débat. Je pense que, donc nous, d'ailleurs, pour répondre à cette question, on avait fait... Moi j'en avais assez pour vous dire la vérité. La vulgarisation, c'est souvent vulgaire quand c'est fait par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc les gens qui s'intitulent journalistes scientifiques, la plupart du temps, ils ne connaissent rien du tout à la science, mais ils font croire aux gens qui les écoutent qu'ils la connaissent. Donc, et souvent, ils ont des opinions dessus qui sont des opinions, si c'est juste des opinions, des questions d'êtres humains comme chacun a le droit d'en poser, c'est une affaire entendue. Mais moi, je me suis retrouvé en face de journalistes qui me disaient, qui m'expliquaient à moi ce qui était le métier que je faisais depuis 40 ans quand même. Donc ça m'est arrivé d'être désagréable, vous savez. Donc il y a un vrai besoin de plusieurs sons de cloche, et à la fin, il y en a un qui s'établit. Parce que, encore une fois, donc moi, je ne suis pour aucune forme de dictature, pas plus pour une dictature des experts, qui, d'ailleurs, la plupart du temps, quand ils n'ont pas de biais commun, ne sont pas d'accord entre eux. Quand ils sont d'accord entre eux, c'est suspect. Enfin, c'est pas normal. Vous savez, j'adore raconter une histoire que j'ai vérifiée. Quand il y a une question qui est posée, une question vraiment de théologie, d'application, chez les Juifs, il y a un tribunal rabbinique. Et on vote dans ce tribunal rabbinique pour répondre à la question. S'il y a l'unanimité, on revote parce que ce n'est pas normal. Ça, c'est une leçon phénoménale. Vous ne pouvez pas avoir 10 personnes d'accord sur une seule question. Sinon, alors, moi, j'ai posé la question à un des plus grands rabbins de Jérusalem pour me dire, expliquez-moi la raison pour laquelle vous pensez ça. Il m'a dit, écoutez, c'est parce que soit il n'y a pas de raison de poser la question, donc s'il n'y a pas de raison de poser la question, il ne faut pas la poser. Soit c'est parce que c'est truandé, soit c'est parce que les gens n'ont pas écouté. Mais ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas avoir 10 personnes d'accord sur la réponse à une question. C'est juste pas humain. D'accord ? Très bonne leçon. C'est une leçon. Mais c'est ce qui s'est passé durant la crise sanitaire. On pourrait aussi inclure là-dedans la question climatique, hein, c'est-à-dire que, bon, finalement, vous n'y connaissez rien, donc il faut prendre des mesures pour réduire la circulation, etc. Donc, on confisque le débat. Le wokisme, vous en pensez quoi, le wokisme? Oh, écoutez, là aussi, il y a des moments dans l'humanité, des fluctuations dans l'humanité. C'en est une. Oh, on verra bien ce que ça deviendra. Je suis pas... Là aussi, j'ai une perception du monde qui n'est pas celle de tout le monde parce que je suis allé dans beaucoup d'endroits dans le monde, en particulier très souvent en Afrique. Et si vous voulez, en Afrique, pour vous dire la vérité, le wokisme, c'est pas trop leur problème. Hein. Donc c'est le problème d'un certain nombre de pays occidentaux. Écoutez, c'est un problème qui est ce qu'il est maintenant. Vous pensez que c'est une maladie occidentale? Je ne dirais pas ça. C'est un problème, si vous voulez. C'est une perception des choses dont je ne sais pas ce qu'elle sera. C'est un phénomène qui est relativement récent dans son expression actuelle. Ouais. Moi, quand j'étais... Vous savez, la première responsabilité médicale que j'ai eue, j'ai organisé et dirigé la première salle de prise en charge du sida à Marseille, dans les hôpitaux de Marseille. Donc là, effectivement, il y avait des transsexuels, il y avait ce qu'on appelait des travestis à l'époque, qui étaient donc des hommes qui avaient une vie de femme sans avoir été opérés. Et j'avais eu dans la chance, parce que c'était un type absolument génial, d'être l'interne du seul professeur qui acceptait de donner des hormones aux gens qui étaient transsexuels en France. Donc à la Timone, il y avait le professeur Vague. Et donc, moi, c'est la première fois que j'ai vu un trans femme-homme. Sur les hommes-femmes, on en voyait assez souvent, qui prenaient des hormones, c'était opéré ou pas, mais qui prenaient des hormones. Mais femme-homme, c'était rare, j'en ai vu qu'un, j'ai vu chez lui. Et donc, lui avait un détachement vis-à-vis de ça qui était considérable. Il disait, oh mon Dieu, si ils n'ont que ça pour être heureux, ils n'ont que ça pour être heureux. Donc, après, si ça devient une question de société et qu'on finit par non pas attendre que les gens disent, écoutez, finalement, je suis si mal dans ma peau que j'ai envie d'avoir une autre peau que celle qu'on m'a dit que j'avais,
ça va. Après, je suis plus réticent sur le fait que, vous voyez par exemple en France, on empêche les gamines d'avoir des jupes qui viennent jusqu'à la cheville, mais si en même temps on leur dit, écoutez, à l'âge de 8 ans, vous êtes sûr que vous sentez un garçon, vous ne sentez pas vraiment une fille, il y a là une discordance qui doit amener à poser des questions quand même. Et vous ne voyez pas aussi la main de l'industrie pharmaceutique derrière l'industrie trans, vous qui... Non, ça alors, peut-être qu'elle y est, mais en tout cas, ça, je ne vois pas. Mais globalement, si vous voulez, moi, avec l'industrie pharmaceutique, je n'ai pas de problème avec l'industrie pharmaceutique. J'ai un problème avec la politique. On a l'industrie pharmaceutique. Elle fait son métier. Son métier, c'est de gagner du pognon. Après, si on dit non, c'est des anges, vous êtes fous. Vous avez vu les gens qui dirigent ça. Vous avez vu les gens qui mettent de l'argent. Sur les mêmes, c'est BlackRock, Vanguard, c'est les bienfaiteurs de l'humanité. C'est pas le problème. Le problème, ils gagnent de l'argent. Vous ne pouvez pas dire à un type qui gagne de l'argent, écoutez, vous ne devez pas influencer les gens, vous ne devez pas faire de lobby. Non. Après, nos sociétés ne traitent pas l'industrie pharmaceutique comme elles traitent n'importe quelle industrie. Or, elle est de même nature, elle peut faire autant de corruption, elle peut faire autant... Donc l'erreur, c'est de croire que l'industrie pharmaceutique veut toujours notre bien. Non, ce n'est pas la question. La question, ils vendent des produits, pourraient vendre de la soupe ou vendre de la lessive, c'est les médicaments qu'ils vendent. Et donc, il faut les traiter comme des gens qui sont des partenaires économiques et non pas les sauveurs de l'humanité. Il arrive de temps en temps, vous savez, dans le XXIe siècle, des médicaments qui a sauvé beaucoup de gens, qui a été inventé, pas beaucoup. Ce qui est d'ailleurs un des problèmes majeurs, c'est que dans notre système à durée très courte de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire la propriété intellectuelle, c'est 20 ans. Et encore, ça a été prolongé, parce que maintenant, c'est 20 ans, non pas à partir du début de la propriété intellectuelle, mais à partir du début de l'usage, ce qui permet de gagner 5 à 10 ans, parce que sinon, ils n'avaient plus que 5 ans pour pouvoir faire des bénéfices sur 15 ans de travail. Donc, c'est compliqué, mais c'est un problème de politique, d'État et de gestion des conflits d'intérêts, des lobbies d'influence. Comme ça, pour le reste, je ne crois pas que le pétrole soit plus propre que les médicaments, mais pas moins. C'est de même nature. Voilà. En terminant, parce que le temps file, vous avez évoqué l'Afrique. Vous êtes né en Afrique. Vous vous décrivez même au début de l'ouvrage comme un Africain blanc. Votre rapport à l'Afrique actuellement? Il va très bien. Moi, j'adore l'Afrique, donc je me sens très bien en Afrique. Les Africains m'aiment bien aussi, ils sont assez d'accord avec moi, d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Donc, je n'ai pas de problème spécifique avec l'Afrique. Je m'entends bien avec eux. Moi, les meilleurs étudiants que j'ai depuis 15 ans sont africains. Ils ont une vitalité, un goût de s'élever et de réussir qu'on trouve beaucoup plus rarement actuellement chez les Occidentaux. Donc, je suis très, très fier. On a formé des centaines de gens qui viennent d'Afrique. Je suis extrêmement fier de ça. Donc, aussi bien du Maghreb que d'Afrique subsaharienne. Donc, rien que d'Algérie, il va en venir 150, si vous voulez, qui retournent chez eux. On dit que la France a perdu beaucoup d'influence en Afrique récemment. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé, vous, dans votre travail de chercheur? Oui, c'est vrai. De chercheur, non. Mais la France, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des attitudes qu'il ne faut pas avoir. Je vais vous donner un exemple. Les Africains sont assez lucides sur ces choses-là. Récemment, j'ai eu de jeunes Congolais qui sont arrivés et qui travaillent parce que mon père était nutritionniste et moi, j'ai travaillé beaucoup sur les modifications du microbiote dans la nutrition, qui joue un rôle manifestement très important. Et donc, les gens de la RDC nous ont envoyé 2 étudiants pour faire ça. Et donc, la jeune femme qui était là nous expliquait la situation de la malnutrition en Algérie, comme ça, au Congo. Comme ça, vous comprendrez qu'il n'y a pas que contre l'industrie pharmaceutique que je me dispute. C'est mon père qui m'avait expliqué ça. Depuis 15 ans, les progrès qu'ils ont faits, c'est de lutter contre l'intoxication que leur a fait l'Occident en leur disant qu'il fallait remplacer le lait maternel par le lait en poudre. Et donc, depuis 15 ans, la lutte contre la malnutrition, c'est de réintroduire l'allaitement maternel, et deuxièmement, de poursuivre l'allaitement maternel, ce que mon père a raconté il y a maintenant 70 ans, d'accord, contre l'implantation massive de Nestlé qui donnait du lait en poudre, qui était dilué dans de l'eau qui n'était pas stérilisée, qui faisait que les gamins faisaient des gastro-entérites du feu de Dieu, et que donc la première lutte contre la malnutrition, c'est de sortir de l'éducation européenne, c'est-à-dire de dire, écoutez, les enfants, il faut les allaiter, et les allaiter suffisamment longtemps pour faire tomber la malnutrition dans ces pays. Donc c'est la désoccidentaliser, et donc effectivement,
Nous avons joué un rôle là qui est un rôle terrible. C'est notre faute. C'est nous qui avons amené ça en disant, vous savez, on apporte les hôpitaux, les routes, etc. Et on a apporté le commerce, en réalité, là-dedans. On a ouvert des portes de commerce dont ils n'ont pas encore réussi à tourner la page avec le temps. D'accord ? Donc, on ne peut pas arriver maintenant et leur dire, vous savez, heureusement qu'on était là pour vous apporter la civilisation. Donc, si vous regardez le bond de l'espérance de vie qu'ont fait les pays décolonisés après la colonisation, ça vous fait peur. Il y avait 40 ans de différence de vie entre le Sénégal et nous, et il y avait 30 ans de différence de vie entre les autochtones algériens et nous, quand on est partis quand même. Donc il faut parler aux gens avec respect. L'histoire, c'est l'histoire, on ne la refait pas, c'est comme ça. Mais il faut leur parler avec respect, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Hein. Il ne faut pas le faire. Non, bien sûr. Vous êtes au Québec, Didier Raoult, un message pour vos amis québécois? Écoutez, non, moi ça fait bien longtemps que je viens au Québec. La première fois que je suis venu au Québec, c'est en 1976. Donc, certains des gens qui m'écoutent étaient pas nés. Donc, je suis revenu de multiples fois. J'ai reçu 2 prix au Canada. Récemment, il y avait un Québécois qui faisait partie des 10 membres du jury international qui ont sélectionné l'IHU très, très bien. Parmi les candidats, il y avait un collègue de McGill qui était là. Et donc, j'ai pas de problème. C'est un beau pays, chaleureux. Voilà, il a ses problèmes comme nous, parce qu'on est, globalement, on est dans la même barque tous. Hein. Et la barque, elle est dans l'état dans lequel elle est. Hein. Bon séjour chez nous. Merci. Et en tout cas, vous aurez une chose, c'est que, je disais ça ce matin, moi, mon côté à moi, vous n'aurez pas de regret à m'applaudir. Moi, dans ma famille, il n'y avait pas de SS. Hein. On s'est battu avec eux comme des chiffonniers. Si vous voulez, il y en avait... Et quand on dit, vous savez, comment ça se fait que vous soyez rare, je peux vous dire que moi, ma famille était dans la résistance en 40. C'était rare, hein, je peux vous dire, ils n'étaient pas nombreux. Mais on n'a pas honte d'avoir été de ce côté-là et d'avoir été du côté qui avait raison à la fin, quand même. Hein. Didier Raoult, un grand plaisir de vous avoir eu. Merci beaucoup.